Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV78. C'est l'essentiel de l'actualité locale en 26 minutes. Tout de suite, les titres de ce mercredi 14 novembre. C'est l'une des solutions avancées pour faire face à la désertification médicale. Une maison de santé pluridisciplinaire a ouvert ses portes à Trappes depuis 8 mois. Elle a été inaugurée officiellement hier. Sur place, 14 professionnels, dont des médecins généralistes, sages-femmes ou encore ostéopathes. La semaine dernière, le Secours catholique dévoilait son rapport annuel sur la pauvreté en France. Elle continue de progresser, notamment dans les Yvelines, où les femmes sont particulièrement concernées. Nous en parlons avec notre invité François Paget, délégué départemental du Secours catholique. Et puis le département de plus en plus confronté à des pics de crue ces dernières années, les pompiers des Yvelines se forment régulièrement à gérer ce type de situation. Nous avons pu suivre l'un de leurs stages sur le stade d'eau vive de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise. Invitée également tout à l'heure, Catherine Arnoux, vice-présidente du conseil départemental des Yvelines. On parlera du lancement de la plateforme Job 78. La police nationale des Yvelines relance son appel à témoins. Aïssata n'a pas donné de signe de vie depuis 10 mois. Cette trappiste de 18 ans est portée disparue depuis le 26 janvier dernier. Les autorités précisent qu'elle est susceptible de se trouver à Marseille et de mettre son intégrité physique en danger. Si vous avez des informations, contactez le commissariat de Trappes. À Trappes, justement, elle est ouverte depuis le mois de mars, mais a été inaugurée officiellement ce mardi 13 novembre. La maison de santé du théâtre est composée de 14 professionnels. Une opportunité pour la ville de renforcer son nombre de médecins. Les détails avec ce sujet de Nicolas Landry. Un pôle médical de 285 mètres carrés réparti sur 3 zones, c'est la nouvelle maison de santé du théâtre de Trappes. Médecins généralistes, sages-femmes, infirmières, ostéopathes, psychologues ou orthophonistes, un projet collectif et un travail collaboratif. Par nos rencontres, par nos échanges, le fait de savoir ce que font les autres, etc., on a une orientation beaucoup plus efficace. Ça doit partir des professionnels, et les professionnels, à partir du moment où ils ont un projet, que ce soit dans une maison de santé ou par une coordination entre eux, mais l'ARS doit être capable de les accompagner. C'est aussi ça le dialogue entre tous les professionnels de santé, médecins, infirmières, ostéopathes, sages-femmes, psychologues, qui permet une prise en charge globale des patients. Et c'est ça que nous voulons encourager. Coût total de cette maison de santé, près d'1 million d'euros avec un financement de l'Agence régionale de santé et de l'URPS à hauteur de 350 000 euros et une subvention de la région Île-de-France de 260 000 euros. Ça correspond à une volonté de la région, de la présidente de la région Valérie Pécresse, de lutter contre les déserts médicaux. Et on est ici dans une ville qui est l'une des plus carencées en termes de médecins généralistes. Et donc naturellement, il est important de soutenir ce type de structure et avec encore une fois un montant très important. Pour la ville de Trappes, classée en zone d'intervention prioritaire par l'ARS, c'est une opportunité d'augmenter l'offre de soins sur la commune. Cette maison de santé qui, je viens de l'apprendre là maintenant, représente 14 praticiens, c'est un pôle essentiel pour notre ville. D'autres pièces vont être aménagées pour pouvoir accueillir de nouveaux spécialistes et des internes en médecine dans cette nouvelle maison de santé. Santé toujours avec de petites bêtes, véritable cauchemar pour les enfants et parents. Les poux sont toujours aussi présents dans les écoles. À Mantes-la-Jolie, un salon aux méthodes douces pour les éliminer a vu le jour en mai dernier. Le tout premier dans les Yvelines, un reportage de Marilène Pichino. Oh la vache. Là c'est poux. Tout ça là c'est des poux. Partout là. Ce n'est pas un salon de coiffure ordinaire, mais un centre anti-poux. Le concept vient des États-Unis et connaît un grand succès en Espagne. Depuis 2 ans, ces centres arrivent en France. Celui de Mantes-la-Jolie a ses propres méthodes, c'est le premier en Yvelines. On travaille avec aucun produit chimique. On fait travailler un petit fabricant et récoltant d'hydrolat et d'huile qui se situe dans la Drôme. Des produits 100% naturels et bio et une méthode artisanale. Les clients restent le temps qu'il faut pour s'assurer d'être entièrement débarrassés. Une fois qu'on a retiré le surplus des poux et des lentes, on va aller rechercher toutes les lentes restantes sur chaque cheveu et les retirer à la main une par une. Chaonitz a ouvert en mai dernier et a pour objectif de se développer sous forme de franchise. La demande est là, un poux femelle peut pondre jusqu'à 10 lampes par jour et déclencher l'invasion. C'est pas du tout une question d'hygiène. C'est un animal qui est notre compagnon depuis toujours et c'est au même titre qu'un moustique par exemple. Ça fait partie de notre quotidien. En plus du traitement, le centre n'oublie pas de prodiguer des conseils pour ne jamais voir revenir ses clients. Les copines, on colle pas la tête? Oui. Julia repart avec le sourire, cela faisait 1 an qu'elle essayait de s'en débarrasser. J'en ai plus et après elle m'a fait une petite natte.
Comptez entre 30 et 74 € selon la longueur des cheveux pour un traitement en une fois et un contrôle la semaine suivante. Le 7 novembre, le Secours catholique Caritas France dévoilait son rapport pauvreté 2018. Le constat, la précarité progresse et surtout chez les femmes en France. Pour en parler et faire un focus notamment sur le département des Yvelines, François Paget est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué départemental du Secours catholique des Yvelines. Alors plus d'1 360 000 personnes accueillies par l'association. Ça c'est en France. En globalité, 27 000 ont été accompagnées en 2017 dans les Yvelines. Il y a des personnes de plus en plus dans le besoin, François Paget? Oui, le besoin se répand, la précarité progresse, et la précarité progresse partout. Elle n'est plus que concentrée dans quelques villes, elle se répand maintenant dans l'ensemble du département. Plus personne n'est à l'abri d'un accident de la vie, et donc on a maladie, emploi, chômage, un accident tout simplement, et puis d'un seul coup on n'arrive plus à s'en sortir. Des personnes ou des foyers qui étaient en situation de vie normale, d'un seul coup décrochent et se trouvent à venir dans nos accueils. Quel est l'objectif de ce rapport qui est annuel? C'est d'alerter finalement les pouvoirs publics sur ce problème de la pauvreté. Exactement, d'alerter les pouvoirs publics sur cette situation de la précarité et aussi le grand public. Les pouvoirs publics, le ministère de la Solidarité lui-même dit que 65% des Français trouvent que les pouvoirs publics n'en font pas assez pour la précarité. Notre observation, c'est que nous avons besoin de la mobilisation de tous. Non seulement des pouvoirs publics, qui, dans leurs prérogatives, mènent un certain nombre d'actions, mais aussi le grand public pour être sensibilisé, comprendre, connaître. Et justement, dans un clip de sensibilisation, le Secours catholique a renommé la devise nationale en disant « liberté, égalité, précarité ». Vous avez l'impression que ces personnes dans le besoin sont abandonnées par l'État? Non, elles n'ont pas l'impression d'être abandonnées, mais ce que nous voyons, c'est que la première demande en France des personnes en précarité, c'est un lieu d'accueil, un lieu d'écoute, un lieu de conseil, avant même toute forme d'aide matérielle ou d'aide administrative. Et donc c'est la preuve que ce besoin, il est présent dans l'ensemble des personnes et elles ne le trouvent pas forcément dans l'administration, même si elles reconnaissent en majorité qu'elles ont un bon accueil auprès des pouvoirs publics. Mais cette dimension d'avoir du temps, de la rencontre, est absolument aujourd'hui insuffisant dans leurs propositions qu'elles reçoivent. 27 000 personnes accueillies en 2017 par le Secours catholique des Yvelines. Beaucoup de femmes, on va y revenir juste après. Quel est le profil de ces personnes sur l'âge? Est-ce que c'est plutôt des jeunes, plutôt des seniors qui viennent au Secours catholique? Il y a une grande différence entre les publics d'origine étrangère ou française. La majorité des étrangers sont des hommes jeunes, quand la majorité des Français sont des femmes plutôt plus âgées. Et donc, dans les Yvelines, nous sommes en face de situations, de situations très différentes. Des jeunes femmes, moins de 40 ans, en 80% des cas, elles ont des enfants. C'est ce que je disais tout à l'heure, elles étaient en situation de famille, de couple, un accident de la vie, et elles se retrouvent en difficulté. Et puis, ce sont des personnes qui sont en difficulté parce que c'est 70% des familles ou des personnes que nous rencontrons, les femmes. Dans 2/3 des cas, elles sont toutes seules, donc soit mères seules, soit des femmes seules, et elles sont dans l'ensemble du département. Ça, c'est notre observation, que l'on soit en ville ou en zone rurale, l'ensemble du territoire est concerné. Vous l'avez dit, 70% des cas rencontrés par le Secours catholique des Yvelines concernent les femmes. C'est une situation vraiment préoccupante pour les femmes dans les Yvelines? Oui, pour nous, c'est préoccupant. Viennent dans nos accueils des personnes qui n'étaient pas dans nos profils habituels, dans les personnes que l'on rencontrait dans nos accueils. Et nous voyons arriver des personnes qui étaient en situation moyenne, ordinaire, et puis un accident de la vie, je vous le disais tout à l'heure, imprévu, et puis d'un seul coup, on n'arrive plus à s'en sortir. On est en difficulté, on a besoin d'un soutien, et donc on vient dans une association, un accueil, pour chercher du réconfort, du confort ou du soutien pour rebondir. Vous l'avez dit également, beaucoup de ces femmes sont des mères qui élèvent leurs enfants seuls. Oui, c'est la grande réalité. Ces enfants sont en général scolarisés, tout se passe bien pour eux. Il n'empêche que c'est plus compliqué d'élever un enfant seul que quand on est en couple.
Et 28,6% des femmes que vous accueillez sont isolées. Est-ce que aussi ça, c'est préoccupant, qu'elles soient isolées ? C'est préoccupant parce que c'est plus difficile d'avoir une vie personnelle, d'avoir une vie de loisirs, d'avoir aussi du temps pour rechercher un emploi si on n'en a pas, ou pour exercer son emploi. Et donc être relié à d'autres, être dans un réseau, est essentiel pour pouvoir bien vivre sa vie d'adulte, sa vie d'homme ou de femme. Et cette précarité, du coup, elle vient effectivement nous rencontrer dans nos accueils. Et du coup, aujourd'hui, quelle solution apporte le Secours catholique ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de solution, mais en tout cas, quel accompagnement le Secours catholique apporte-t-il à ces personnes dans le besoin ? Alors, notre premier accueil, c'est effectivement cette dimension d'être reçu, quelle que soit sa situation, d'être accueilli, de pouvoir être écouté, avoir du temps. Et puis, notre deuxième action, c'est une action d'accompagnement, vous l'avez dit à l'instant, dans la durée, que ce soit un accompagnement moral, financier, administratif, familial. Cet accompagnement, nous en sommes témoins, produit des merveilles. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui arrivent à remonter l'escalier social, à retrouver confiance en eux, à retrouver confiance dans la vie, dans les relations avec les autres, osent re-entreprendre des démarches pour l'emploi, pour leur logement, pour faire valoir leurs droits. Des personnes qui s'étaient isolées, qui s'étaient coupées de la société. Aujourd'hui, elles retrouvent capacité à entrer en relation, elles retrouvent du confort finalement pour pouvoir entrer, de la sécurité, pour pouvoir entrer en relation avec les autres et du coup se proposer pour un emploi, pour une action. Et beaucoup finalement s'investissent dans nos activités comme contributeurs, comme acteurs finalement du Secours catholique. Donc ce passage au sein du Secours catholique peut être un tournant, un véritable tournant dans la vie de ces familles ? Un véritable tournant, un rebond, un changement très important. Nous sommes parfois témoins de magnifiques histoires qui nous sont rapportées. Voilà, c'est aussi se réjouir avec elles et puis les laisser mener leur vie, continuer de les rencontrer régulièrement ou perdre contact parce qu'elles ont une autre vie qui s'ouvre et accueillir d'autres qui seront en difficulté à ce moment-là. Dernière chose, comment travaillent vos équipes dans les Yvelines ? Il y a différents groupes locaux du Secours catholique répartis sur le bassin de population. 60 équipes dans l'ensemble du département, une douzaine ici pour Saint-Quentin en Yvelines. Donc des équipes qui mènent des activités très différentes, de l'apprentissage du français à l'accueil, on l'a vu, à l'accompagnement scolaire ou de l'hébergement solidaire chez des particuliers. Nous avons des formes de l'activité de loisirs pour permettre des ateliers créatifs. On peut être en difficulté et avoir de très grandes capacités pour construire, pour produire, pour créer de belles œuvres d'art. Et on a fait à Voisin-le-Bretonneux le mois dernier une très belle exposition de leurs œuvres d'art. Franchement, c'est rendre hommage aussi à leur activité et à leur ténacité parce qu'elles ont de la capacité de traverser des difficultés. Et pour avoir plus d'informations sur les actions du Secours catholique, aussi aider le Secours catholique, pourquoi pas, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci François Paget d'avoir été avec nous, délégué départemental du Secours catholique des Yvelines. Les inondations, c'est un phénomène d'ampleur tout récemment dans le département de l'Aude. Ça a été également le cas ces dernières années dans les Yvelines, des épisodes amenés à se répéter qui connaissent un surplus d'intervention pour les secours. Les pompiers des Yvelines se forment régulièrement pour gérer tout type de situation. C'était le cas notamment la semaine dernière dans le Val d'Oise, à l'île de loisirs de Cergy-Pontoise. Mélanie Poquet a suivi ce stage. Ces pompiers sont déjà sauveteurs aquatiques. Ils participent à une formation nationale complémentaire aux risques particuliers des inondations. Il faut se mettre à niveau tout le temps parce que ça évolue très vite. On voit que l'eau, c'est pas notre élément malgré tout. Donc c'est bien de toujours manœuvrer pour être le plus performant possible. On a des techniques précises et puis ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs départements ensemble. Donc du coup, on peut échanger avec d'autres départements les techniques qui sont apportées pour l'un et pour l'autre. Récupérer des personnes naufragées en danger, se créer une bulle d'air. Une semaine de stage théorique et pratique pour 18 pompiers encadrés par 7 formateurs. Des compétences nécessaires devant l'augmentation des inondations. Le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines a comptabilisé plus de 24% d'interventions supplémentaires entre les années 2017 et 2018. Le scaphandrier avant était principalement engagé dans du secours subaquatique, dans des secours en milieu d'eau. Aujourd'hui, avec le développement récurrent et permanent des inondations depuis une dizaine d'années, on est très fréquemment engagé sur des secours d'inondation de surface.
Le SDIS 78 organise 2 stages nationaux par an sur la base nautique de Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise. Dans les Yvelines, 58 pompiers sont spécialisés, répartis sur 30 centres de secours. Les inondations aujourd'hui sont un vecteur de risque très important pour les sapeurs-pompiers dans leur engagement. Et plus les pompiers seront entraînés et préparés à ce risque, et plus ils pourront travailler en sécurité. On est là surtout pour appréhender le risque et faire attention de savoir à quel moment on pourra s'engager et à quel moment il ne faudra surtout pas qu'on s'engage. Et on essaiera de trouver un plan B pour porter assistance aux personnes qui sont bloquées. Les secouristes yvelinois opèrent aussi en dehors du département. Sur l'année 2017, ils ont réalisé 120 interventions. Deuxième invité qui m'a rejoint au plateau, Catherine Arnoux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maire de la commune de Chanteloup-Lévis, une deuxième vice-présidente du conseil départemental des Yvelines à l'insertion et à la politique de la ville. Merci d'être avec nous. Alors vous venez nous parler du lancement de la plateforme Job 78. C'est l'une des initiatives du département pour mettre en relation employeurs et bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active. C'est pour un retour vers l'emploi. On va avoir l'occasion de la présenter, cette plateforme. Déjà, en préambule, l'emploi, c'est une véritable préoccupation du département des Yvelines. Alors, le département des Yvelines, depuis quelques années, s'est mobilisé terriblement pour sa politique d'insertion et d'emploi. Il s'est d'abord mobilisé en créant une agence Activity, d'abord avec l'État, agence qui a par exemple remis à l'emploi 3300 personnes depuis 2 ans. Et puis derrière ça, il se mobilise en mettant des projets, des actions, des plateformes, puisque en fait tous les moyens de remettre les bénéficiaires du RSA au travail font qu'ils retrouvent un parcours de vie, donc ils se réinsèrent dans un tissu économique et ils retrouvent une réalité dans la société. C'est aussi ça qui nous importe. Alors les Yvelines comptent environ 22 000 bénéficiaires du RSA. Rappelons que c'est le département qui gère cette allocation individuelle. Ces bénéficiaires ont beaucoup de mal à retourner vers l'emploi. Alors, ces bénéficiaires sont pour la plupart des chômeurs de longue durée lorsqu'ils ont eu un emploi. Ce nombre de bénéficiaires du RSA montait d'une façon dramatique il y a 1 ou 2 ans, puisque nous avions pratiquement le risque d'atteindre les 30 000 bénéficiaires du RSA. Et c'est extrêmement important, d'autant plus qu'ils sont essentiellement concentrés sur 2 grosses zones de manque d'emploi du territoire, qui sont d'abord la Seine-Aval, toute la grande vallée de la Seine, et puis le territoire de Saint-Quentin. Donc il faut travailler avec ces publics pour une remise à l'emploi, pour une remise à l'employabilité. C'est le premier travail de tous nos personnels sociaux et nos personnels d'insertion, puisqu'on a des gens qui sont exclusivement dans cette dimension de l'approche sociale et de l'approche d'insertion. Et puis c'est aussi essayer de travailler avec eux quelque chose qui corresponde pas seulement à ce qu'ils savaient faire, mais à ce qu'ils sont capables d'apprendre, pas seulement à leurs acquis, mais à leurs acquis à acquérir. Mais c'est aussi tout le travail sur les compétences, parce que c'est aussi redonner de la confiance en soi et de l'estime en soi, de travailler sur ces compétences. Et de l'autre côté, les employeurs aussi ont des difficultés à identifier les bons profils, trouver leurs futurs employés. Alors, les employeurs, par exemple, Activity a signé des conventions avec environ 300 employeurs, 300 grosses entreprises sur les territoires, mais les petites entreprises ont énormément de mal à trouver à proximité. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est quand même que l'employé soit au plus proche, qu'on rapproche bassin de vie et bassin d'emploi le plus possible, mais de trouver des gens qui ont des compétences qu'ils sont capables de déployer sur des métiers. C'est toute l'idée de Job 78. Pourquoi ? Parce que à la fois il y a une lecture, le bénéficiaire du RSA s'inscrit sur un dispositif en ligne effectivement, mais il est accompagné. Il ne décrit pas seulement ce qu'a été ses métiers avant ou ce qu'il sait faire, mais il décrit tout un tas de compétences et l'employeur, lui, regarde ses compétences essentiellement parce que on a bien compris qu'en France on était un peu des obsessionnels du diplôme, mais il faut d'abord travailler sur les compétences et sur l'acquisition des savoir-faire. Et donc l'employeur peut, avec une proximité géographique, puisqu'il y a une lecture géographique assez proche, ça marche sur le principe de la géolocalisation. Absolument, mais ça marche aussi sur la sécurisation de l'employeur, sur la confiance mise dans un dispositif, sachant que ces bénéficiaires du RSA sont connus,
accompagné et continue à être accompagné avant la remise en relation avec l'entreprise. C'est un devoir du bénéficiaire du RSA de se mettre dans cette démarche active de recherche d'emploi? Mais le bénéficiaire du RSA a de toute façon, parce qu'il touche un revenu, doit être dans une démarche active. Mais une démarche active tout seul, c'est pas toujours facile. Et puis ça demande à être accompagné par des gens qui sont un peu empathiques, un peu en proximité. Et puis surtout, le bénéficiaire du RSA par nature, il n'a pas de réseau. Et il ne veut pas simplement rentrer dans des dispositifs. Il faut l'accompagner. Mais là, on croit beaucoup qu'en plus de travailler contre cette lutte contre l'électronisme, parce que ça permet aussi de travailler une plateforme qui est une plateforme numérique sur laquelle on peut acquérir aussi du savoir-faire, ça permet aussi de se rassurer, de dédramatiser lorsqu'on voit qu'il y a des emplois dans une proximité géographique assez importante. Eh bien, on est déjà rassuré. C'est pas du tout la même chose que de lire un certain nombre d'offres d'emploi. Et puis surtout, c'est redonner confiance aux entreprises sur les bénéficiaires du RSA qu'on propose, parce qu'ils ont déjà une espèce de sélection de savoir-faire et de compétences. Et d'être dans une démarche locale, trouver un emploi non loin de chez soi. Oui, c'est aussi pas forcément prendre sa voiture pour y aller. Les Yvelines, c'est un territoire extrêmement vaste. L'idée, c'est aussi que le travail soit le plus proche de la vie. Et on rappelle juste, pour être précis auprès de nos téléspectateurs, vous parliez de l'agence activité, c'est l'agence d'insertion du département des Yvelines. Juste côté pratique, comment on s'inscrit concrètement sur, Alors, la plateforme a été ouverte en septembre pour les bénéficiaires du RSA qui sont accompagnés et inscrits. Donc c'est d'une montée en charge. Les entreprises démarrent théoriquement début novembre, mais je crois qu'elles ont démarré. Après, il y a effectivement tout le personnel d'accompagnement qui démarre aussi. Il va y avoir une capacité à faire ça de son smartphone, parce que tous les bénéficiaires du RSA n'ont pas un ordinateur, mais ils peuvent de toute façon être accompagnés. Et puis voilà, c'est une montée en charge. Le département des Yvelines commence, mais on sait que le département du 92 va se lancer sur la même application, parce qu'on a aussi de la proximité. Il faut aussi pouvoir faire traverser entre le 92 et le 78. Il faut déjà pouvoir aussi traverser. Et puis c'est sans doute une occasion de trouver l'emploi le plus proche de chez soi qui pourrait correspondre à ses compétences. Et pour se rendre sur cette plateforme, l'adresse, le site internet Job78 qui s'est affiché tout au long de cet entretien. Un dernier mot juste sur les objectifs. Voilà, qu'est-ce qui ferait que ça soit une réussite pour vous, cette plateforme? Qu'est-ce que vous en attendez? L'objectif numérisé, de toute façon, retrouver de l'emploi pour les bénéficiaires du RSA, c'est pas 100, 200, 300. Je veux dire, c'est pas ça l'objectif. On s'était pas donné d'objectif avec Activity. Néanmoins, on a accompagné 6500 personnes. On a remis à l'emploi 3300 personnes. C'est aussi le travail sur des nouvelles filières. Donc, c'est tout le travail de l'emploi à venir avec les entreprises. Parce que ça aussi, ça permet de l'anticipation. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où on aura mis entreprises et bénéficiaires du RSA en relation, déjà, ce sont des réussites individuelles que nous allons fabriquer. Merci Catherine Arnaud d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la deuxième vice-présidente du conseil départemental des Yvelines à l'insertion et à la politique de la ville. Merci. Actualité littéraire à présent, ce lycéen de la Plaine de Naufle attrape et dans le jury du concours des lycéens, Aboubaker Okaf El Hachimi a été choisi pour représenter l'Île-de-France au sein des jurys du concours de littérature. Il va se rendre à Rennes pour participer à la délibération nationale entre les 5 derniers livres en lice. Le nom du lauréat du concours des lycéens sera révélé ce jeudi lors d'une cérémonie à l'Élysée. À Voisins-le-Bretonneux, les livres ont investi la dernière cabine téléphonique de la commune. Située près de la Poste, elle a été déplacée dans le jardin Eugène Fleuret. Ne fonctionnant plus, cette cabine connaît désormais une deuxième vie comme boîte à livres, sorte de bibliothèque participative. On peut y déposer des ouvrages ou en emprunter. La municipalité pourrait en installer d'autres sur son territoire. Après 18 mois de travaux, la nouvelle école de musique d'Elancourt a accueilli ses premiers élèves. Des locaux de 900 mètres carrés situés dans le quartier des Sept-Mars. Reportage de Marilène Yapichino. Les nouveaux locaux de l'école de musique d'Elancourt sonnent enfin. Les 670 élèves ont pu passer de la maison de quartier partagée avec d'autres associations à ce bâtiment dont l'acoustique des salles a été particulièrement étudiée. Là, le bâtiment est 100% dédié à eux. Chaque salle est adaptée, le matériel est en place. Dès qu'ils arrivent, pas de perte de temps. Tout de suite, on peut s'exprimer, ils peuvent repartir, et ainsi de suite. D'un point de vue architectural, les briques de l'ancien centre œcuménique ont été conservées. Ils retrouvent l'esprit du temps par son éclairage. C'est là où vous voyez toutes les parties ajourées, qui, dans la journée, laissent rentrer la lumière naturelle dans le bâtiment, et qui, la nuit, va permettre d'illuminer le bâtiment
par l'éclairage interne. Du violon classique aux instruments numériques, 13 salles différentes vont permettre des pratiques variées. Pour les représentations, un auditorium a également été installé. La ville d'Elancourt souhaite faire grandir cette école de musique qui propose déjà l'apprentissage de 24 instruments. Donc on essaiera bien entendu dans les années à venir de procéder à une augmentation de la fréquentation, ce qui va de pair avec un autre projet que nous avons, qui est la municipalisation de l'école de musique. Cette nouvelle école de musique rentre dans une stratégie globale de redynamiser le quartier des 7 Mares entre activités commerciales et culturelles. Notre petit tour des cinémas saint-quentinois avant de se quitter, direction ce soir le Grenier à sel à Trappes avec Patrick Jacques de Dixmude. À Trappes, du 19 au 24 novembre, l'éducation est mise en avant. C'est à l'occasion de la signature du projet éducatif de territoire que la ville promeut tout ce qui est fait en termes d'éducation. Donc il y a des ateliers, des projections, des rencontres. Et au cinéma Le Grenier à sel, il y aura le vendredi 23 novembre à 20h45 la projection d'un documentaire qui s'appelle Une idée folle, qui pose la question du rôle de l'école au XXIe siècle à travers le témoignage d'enseignants, d'enfants, de parents ainsi que d'experts de l'éducation. La réalisatrice viendra donc vendredi 23 novembre à 20h45 au cinéma Le Grenier à sel. En fait, tous nos déchets, par exemple, à la cantine, qui restent, on les met là-dedans. Oui, là, on a des épluchures de melons, d'oranges, de tout, plein de fruits. On leur apprend à être pour, à être dans la construction, pas à être contre, à toujours se plaindre toute leur vie que mon Dieu c'est horrible, tout ce qui m'arrive et ça va pas. Non, qu'est-ce que je peux faire pour que ça bouge ? C'est une citoyenneté en action. Je prends soin de moi et des autres. Et puis quand on sera plus grand, on fera plus des petites choses, mais on fera des grandes choses, plus grandes pour essayer de plus changer. C'est la fin de ce journal. À suivre un nouveau numéro du 7-8 débat sur la thématique des prix des carburants et de la mobilisation samedi des Gilets jaunes. Belle soirée avec TV78.